blessures. Agression israélienne contre Gaza du 27 décembre 2008, 18 janvier 2009. Samedi, premier jour de la semaine à Gaza, 16 ans. Juste après les premiers examens. Je sortais de l'épreuve d'arabe. J'adorais l'arabe, autant que l'anglais et le foot. Je racontais à mon père ce que j'avais répondu à l'examen. Il était midi. Nous étions sur le toit de la maison, à regarder les pigeons que mon père élevait. Au-dessus de nous, un plafond infini de bleu et de blanc, navire de nuages voguant lentement dans un ciel sans souffle. Une série d'explosions a secoué la maison, le quartier, a secoué la terre. Les mots sont tombés de ma bouche, se sont brisés sur mes pieds nus et raides. Des oiseaux venus de nulle part se sont mis à voler, sans but, dans le ciel ouvert. Certains se sont cachés dans les arbres. Les pigeons tremblaient dans leurs grandes cages. Pigeons ordinaires, pigeons égyptiens, pigeons king, pigeons syriens. La chute d'un petit œuf. Mes réponses ont dû tomber de ma copie d'examen. Elles ont peut-être fondu de peur. J'ai vu de la fumée noire s'élever d'un immeuble à quelques kilomètres de là, plus noire que l'encre de ma copie. Nous n'avons entendu les F-16 qu'une fois leurs frappes achevées. Ils arrivaient de l'enfer. Dante avait oublié d'en parler. Des F-16 chargés de bombes, environ 80, ont frappé Gaza à l'unisson, comme un grand roulement de tambour annonçant la mort de quelqu'un. Mais il y a bien plus de morts, je me suis dit, c'est obligé. Nous nous sommes précipités vers la radio, cette vieille boîte sale qui vomit dans nos oreilles du sang et des morceaux de corps, des hôpitaux débordant de blessures à vif, des gémissements. Un cadavre, une fille à qui il manque une jambe couchée sur un lit de camp ou sur le sol couvert de sang. Près de 200 policiers tués et 700 blessés dans cette seule heure funeste. Ils s'entraînaient dans les centres de formation. 2 millions d'autres personnes tremblant pour leur vie. Ne nous réduisez pas à des nombres. C'était le premier jour de l'année. Israël a pris pour cible un quartier du camp de Jabalia. Un dirigeant du Hamas, Nizar Ryan, a été tué. Il a été enterré sous les décombres de sa maison avec 15 membres de sa famille. La plupart étaient ses enfants. Le plus jeune avait 2 ans. À la télévision, j'ai vu un homme sortir de là. Un enfant sans tête, un autre sans bras ni jambes. Ils étaient si petits qu'on ne pouvait pas distinguer, garçon ou fille. La haine ignore ce type de détails. Les maisons n'étaient pas du Hamas. Les enfants n'étaient pas du Hamas. Leurs vêtements et leurs jouets n'étaient pas du Hamas. Le quartier n'était pas du Hamas. L'air n'était pas du Hamas. Nos oreilles n'étaient pas du Hamas. Nos yeux n'étaient pas du Hamas. Celui qui a ordonné le massacre, celui qui a appuyé sur le bouton, ne pensait qu'au Hamas. Mon frère, Udefar, est né sourd et muet. Il n'a jamais bien grandi.
ni physiquement, ni mentalement. Mais sur le plan émotionnel, il allait bien. Nous ne le savions pas. Il regardait la télévision avec nous lorsque des images de corps déformés et de personnes mutilées sont apparues sur l'écran. 2 jours plus tard, Hudhaifa a été touché quelque part à l'intérieur de lui, en un point pour nous invisible. Nous lui avons donné un verre d'eau, il a versé l'eau par terre. Il a cassé la vaisselle, arraché le fil de la télévision, mordu ses habits. Nous avons pleuré pour lui et nous avons prié pour lui. Quelques jours plus tard, il nous est revenu. Le 8e jour de l'attaque israélienne, les tanks ont chargé. Et j'ai entendu des balles. J'ai épié par la fenêtre du salon notre pièce à vivre. Elle était morte désormais. J'ai vu un char sur une colline près de mon école. Un bulldozer construisait des remblais de sable pour que les chars et les soldats puissent s'y cacher. Nous n'avions nulle part à nous cacher. Nous n'osions pas allumer la lumière, ni monter nourrir les pigeons, ni sortir arroser les plantes. Nos voisins nous ont dit de venir chez eux. Ils avaient une cave plus sûre que notre maison. Nous avons pris des habits, de la nourriture et des livres et la radio. Les Israéliens tiraient des obus au hasard, près de chez nous. Nos parents ont décidé qu'il n'était pas prudent de rester. Quelques heures plus tard, nous sommes rentrés à la maison en coup de vent pour fourrer d'autres habits dans des sacs en plastique. Mon père a dit que nous marcherions jusque chez notre tante à Sheikh Radwan. C'était, nous le savions, à 40 minutes à pied. Ça nous a paru durer une éternité. Nous étions à la fois morts et vivants. La mort planait au-dessus de nous. Hélicoptères Apache, F-16 et drones bourdonnants. Nous n'avons vu personne, sauf des maisons isolées et du sable immobile. J'ai aperçu quelques arbres. Leurs feuilles vertes commençaient à pâlir. À 200 mètres de notre maison, j'ai vu une Mercedes jaune arrêtée au milieu de la route. Autour d'elle, rien ne bougeait. Il y avait des bouteilles de gaz et des sacs de farine sur la galerie du toit et dans le coffre. Une bombe israélienne avait tué le conducteur et d'autres personnes. Parmi elles, le frère d'un de mes amis, Mohamed Abou El-Jiyan, 18 ans. Quelques autres passants étaient blessés près de la voiture. Les bouteilles avaient explosé et la farine de blé était répandue sur le sol. Du pain tout frais cuit dans du sang tout chaud avec du sable en guise de levure. À côté, une ambulance immobilisée, l'ambulancier tué,
Arafa Abdeldayem, mon professeur de sciences en CM1. J'ai vu son sang, un peu de la peau de son crâne et de ses cheveux, à côté des roues de l'ambulance. J'ai appris plus tard qu'il arrivait pour aider les blessés de l'attentat contre la Mercedes jaune. Les Israéliens avaient utilisé une bombe à clous pour l'attentat. J'étais enfant et j'ignorais que les clous pouvaient tuer des gens. Je pensais qu'ils ne servaient qu'à construire ou réparer. On m'a bien eu. Mon professeur de sciences ne nous a jamais appris comment fonctionne une bombe à clous. Ce n'était pas au programme. Mon pauvre professeur, personne n'est venu le sauver. Cher professeur, sais-tu que juste après ton enterrement, les Israéliens ont tué 5 membres de ta famille au cimetière? Peut-être qu'ils n'aimaient pas la façon dont on t'avait enterré. Qu'ils espéraient qu'avec un peu d'entraînement, ta famille progresse. Dans l'attentat de l'ambulance, mon nouveau voisin a aussi été assassiné. Gassam Aboul Amrin, à peine 20 ans. Aujourd'hui, je suis plus vieux qu'il ne l'était à l'époque. Ghassan était sorti acheter du pain pour sa mère. Il n'est pas revenu. Sa famille s'est inquiétée, a allumé la radio pour savoir si son nom figurait parmi les victimes. C'est ainsi que nous apprenions habituellement qui parmi nous était mort. Un employé de l'hôpital qui connaissait la famille a appelé cette nuit-là. Il leur a parlé d'un jeune homme non identifié qui était à la morgue. Il se demandait si c'était Ghassan. La nouvelle de la mort de Ghassan est bien arrivée. Pas lui. Ma sœur de 3 ans, Saja, marchait à côté de moi pendant le voyage. Elle serrait ma main. Mes parents et mes frères et sœurs marchaient derrière nous. Nous n'osions pas nous retourner pour vérifier qu'ils étaient bien là. J'avais 7 frères et sœurs à l'époque. Nous n'osions pas regarder derrière nous pour les compter. Et s'il en manquait. Les balles pleuvaient tout près de nous. Les chars israéliens étaient postés sur une colline éloignée. Mais pour eux, grâce à leurs lunettes de tir, nous étions tout proches. Avant de partir, mon père avait ouvert la porte du poulailler pour que les poules picorent dans le jardin en attendant notre retour. Il avait aussi libéré les pigeons, certains qu'ils reviendraient quand nous serions de retour. C'est le mois de janvier et nous sommes chez ma tante. Nous jeûnons. C'est une fête religieuse. Ma mère me donne 5 shekels pour aller acheter des œufs et du pain pour le petit déjeuner de mes jeunes sœurs. Je mets mes claquettes noires, je mets la pièce dans la poche avant d'enfiler mon sweat à capuche. Je fais la tête,
Je n'aime pas jeûner. J'ai tout juste 16 ans. Je marche vers l'épicerie pour acheter ces satanés œufs. J'adore les œufs durs. Je vois une foule de gens rassemblés au croisement. Ça m'intrigue. Je m'approche d'eux. Comme je suis petit, je n'arrive pas à voir à travers la foule. Une lumière jaune me frappe. Ma tête est comme ouverte en deux. C'est l'impression que j'ai. Je me dis que la lumière m'aidera à voir plus clair. Le sang coule sur mes cils et sur mon sweat. Pendant quelques instants, je me demande comment peux-tu rester debout avec la tête coupée? Les gens autour de moi se sont écroulés, ils sont tombés comme des gouttes de sueur. Je suis toujours debout. L'image se fige. L'odeur de la poudre pénètre dans mes poumons. Comme un fou, je me mets à courir dans tous les sens. Quelqu'un me donne un mouchoir pour essuyer le sang sur ma joue gauche et sur mon front. Il me faut bien plus qu'un mouchoir. Il n'y a pas que mes joues et mon front. Les éclats d'obus ont aussi troué mon cou et mon épaule. Je n'ai plus mes claquettes. Les 5 shekels ont disparu. Je regarde autour de moi. Les gens se précipitent vers nous. Une camionnette marquée « Ambulance » s'approche. Mais il n'y a pas d'ambulancier, pas d'infirmier, pas de lit pour s'allonger. Allez quoi, c'est la première fois que je suis blessé. J'entre dans l'ambulance. Quelqu'un jette un cadavre près de moi. Le corps est brûlé, peut-être sans tête. Je ne regarde pas. L'odeur est atroce. Je suis sincèrement désolé, qui que tu sois. L'odeur de la mort. J'ouvre la fenêtre pour avoir de l'air frais. Le chauffeur ne me demande pas comment je vais. À l'hôpital Al-Shifa, des gens entrent et sortent. J'arrive dans la salle des urgences. Personne ne me regarde. Je m'assois par terre à côté d'autres blessés. Certains gisent sur le sol comme des allumettes brûlées. Une infirmière examine le trou dans mon cou et les blessures sur mon visage. Elle palpe mon abdomen et mon dos pour voir s'il y a des blessures que je ne sens pas. Un ascenseur monte mon brancard à la salle de radiologie. Un médecin soigne mes blessures. Quelqu'un s'occupe de moi. Une heure passe. Arrivent mon père et mon frère. Mon frère montre le trou dans mon cou. Ton index peut entrer dans ce trou. Il est à quelques centimètres de ta trachée. Quand la roquette est tombée, si j'avais bougé un peu la tête pour regarder un oiseau sur un arbre ou pour compter les nuages qui venaient de l'ouest, les éclats d'obus m'auraient tranché la gorge. Je ne serais pas marié avec ma femme, ni devenu père de 3 enfants, dont l'un est né en Amérique. Mon frère me dit, quand on a entendu l'explosion,
comme tu n'étais pas encore rentré à la maison, on a pensé que tu étais mort. On t'a cherché à la morgue. Je regarde autour de moi. Les membres de ma famille entourent mon lit. Je les regarde discuter. Je les imagine priant autour de mon cercueil.